Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, une énigme en fait, qui plane sur l'équipe nationale d'Algérie depuis un bon moment. Oui, bonjour, c'est vrai, il y a ce sentiment tenace que quelque chose ne tourne pas rond. Exactement. Sur le papier, le talent est là, à tous les postes, on est d'accord, et pourtant il y a ce déséquilibre, ce petit grain de sable dans la mécanique qui empêche l'équipe de vraiment performer. Et ce qui est intéressant dans les analyses qu'on a pu consulter, c'est qu'elles pointent toutes dans la même direction. Le cœur du problème, c'est le milieu de terrain. Et plus précisément, l'absence d'un certain profil depuis le départ d'Adlen Guediora. Voilà, le vide qu'il a laissé. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ce vide et surtout d'étudier un profil que les sources présentent comme une solution presque parfaite. Victor Lecal. Fond presque philosophique sur l'identité de jeu de l'équipe. C'est parti, on se lance. Alors commençons par ce fantôle, celui d'Adlen Guedioura. On parle souvent de sa grinta, de son impact physique. Oui, mais c'est une vision un peu simpliste. C'est ça. Les analyses qu'on a suggèrent que son absence a créé un vide bien plus complexe. Tactiquement, c'était quoi son secret, Sam? Ben, c'est le point de départ crucial. Le réduire à un destructeur, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Les sources utilisent un terme très précis. Milieu sentinelle hybride. Hybride. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il remplissait 3 missions en même temps. La première, la plus visible, c'était bien sûr de casser le jeu adverse. Le premier rideau, celui qui harcèle, qui coupe les attaques à la racine. D'accord, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, celle que tout le monde voyait. Exactement. Mais la deuxième mission était tout aussi vitale. Sécuriser la défense. Il n'était pas statique, tu vois. Il agissait comme un vrai bouclier mobile, juste devant la charnière centrale. Mhm. Il lisait le jeu, il colmatait les brèches, il couvrait les montées des latéraux. Rien que sa présence, son intelligence de placement, ça calmait tout le monde derrière. Les défenseurs se sentaient plus en sécurité. Ce qui leur permettait de se focaliser sur leurs adversaires directs, j'imagine, sans avoir à gérer des surnombres en permanence. Voilà. Et on en arrive à la troisième mission. Et c'est peut-être la plus sous-estimée. Et là où le manque se fait le plus sentir aujourd'hui. Laquelle? Sa capacité à orienter proprement la première relance. Une fois qu'il avait récupéré le ballon, le travail n'était pas fini pour lui. C'est-à-dire qu'il ne se contentait pas de tacler et de donner la balle au plus proche en croisant les doigts. Précisément. Il n'avait pas la vision d'un grand meneur de jeu, mais il avait quelque chose de fondamental, la justesse et la simplicité. Il levait la tête, pas de panique sous la pression, et il assurait cette première passe propre vers l'avant. Ça permettait à tout le bloc de respirer et de repartir. Et c'est cette combinaison unique, donc, destruction, protection et construction simple, qui a disparu? C'est exactement ça. Depuis, on a essayé des joueurs plus techniques, plus créatifs peut-être, mais aucun n'a réussi à recréer cet équilibre. Et les conséquences, on les voit. L'analyse parle d'une défense bien trop souvent à découvert, d'un bloc équipe qui s'étire, qui laisse des boulevards entre les lignes. Ce qui donne cette impression de fragilité constante. L'équipe est sur un fil, vulnérable à la moindre contre-attaque. Et ça crée une dépendance énorme aux exploits individuels, non? Totalement. Quand la structure est fragile, on s'en remet au génie d'un Mahrez, d'un Benasser, ça peut marcher sur un match. Mais pour gagner un tournoi, il faut une colonne vertébrale. Le fantôme de Guediora, c'est le fantôme de la structure de l'équipe championne d'Afrique. Le diagnostic est très clair. Alors si on part de ce principe, que ce vide est la source du problème, qui a le profil pour enfiler ce costume? Le nom de Victor Lécal revient tout le temps. Qu'est-ce qui, dans son jeu, correspond si bien à ce portrait robot? C'est ça qui est fascinant. C'est la superposition quasi parfaite entre les besoins qu'on vient de décrire et les qualités de Lechal. La toute première chose qui ressort, c'est sa discipline tactique. D'accord. C'est un joueur qui pense équilibre avant de penser à lui. Il ne va pas chercher à briller, à tenter la passe spectaculaire, non. Son obsession, c'est de protéger l'axe, de garder le bloc compact. Il joue simple et il joue juste. C'est l'archétype du joueur de l'ombre, celui dont on remarque l'importance seulement quand il n'est pas là. Tout à fait. Et ça nous amène à sa deuxième grande force, qui découle de la première, sa lecture du jeu et son anticipation. C'est un point clé qui le rapproche de Guedjura. Il est beaucoup plus dans l'interception que dans le tacle à tout va. Ah, c'est intéressant ça. Oui, il sent où le ballon va aller et il coupe la ligne de passe. Et ça, c'est une qualité immense. Ça tue la contre-attaque adverse dans l'œuf. Et ça donne à tout le bloc le temps de se réorganiser tranquillement, sans panique. D'accord, mais est-ce que ça suffit? Je veux dire, au niveau international, le rythme est plus élevé, la pression est énorme.
Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec un joueur qui est juste là pour stopper le jeu et qui finalement le ralentit? C'est une excellente question. Et c'est justement là que sa troisième qualité, soulignée dans les analyses, devient cruciale. Sa propreté technique dans la relance, même sous pression. C'est ce qui fait la différence. Voilà. C'est ce qui fait de lui plus qu'un simple récupérateur. Il a cette capacité à jouer en une ou deux touches, à trouver très vite ses partenaires. Mais surtout, et ça c'est le péché capital à ce poste, il ne perd quasiment jamais de ballon bête dans sa zone. Chaque ballon qu'il touche est sécurisé. Donc ce n'est pas seulement un mur, c'est aussi la première porte de sortie. Il nettoie la situation et il donne une balle propre aux créatifs comme Benasser ou Aouar pour qu'ils puissent construire. C'est la définition même du milieu stabilisateur moderne. Son rôle, ce n'est pas d'écrire le poème, mais c'est de fournir le papier et le stylo au poète dans les meilleures conditions possibles. Il sécurise les fondations pour que les autres puissent bâtir. Justement, projetons-nous un peu. On met les cales sur le terrain. Concrètement, quel serait l'effet domino? Est-ce que c'est juste la défense qui respire un peu mieux, ou est-ce que son impact peut se propager à toute l'équipe et, comme tu dis, libérer les poètes? L'analyse utilise une image très forte, celle du point d'ancrage. Un point d'ancrage? Oui, l'équipe d'Algérie, on le sait, ne manque pas de créativité. Entre Benasser, Boudaoui, Maza, il y a du talent pour créer, pour déstabiliser. Mais tout ce potentiel est un peu volatile. C'est ça. C'est un peu comme un voilier magnifique, mais sans quille. Ça prend le vent, c'est rapide, mais au moindre coup de mer, ça peut chavirer. Les cales, ce serait cette quille, cet ancrage qui stabilise tout le navire. D'accord. Et cet ancrage, il déclencherait quoi comme réaction en chaîne? Qui en profiterait le plus? Le premier bénéficiaire direct, et c'est sans doute le plus important, ce serait Ismaël Benasser. Aujourd'hui, on lui demande de tout faire, défendre, presser, récupérer, et en plus, créer. C'est épuisant. C'est épuisant, et ça dilue son talent. Avec un pur spécialiste du travail défensif derrière lui, Benasser serait libéré. Il pourrait jouer 10 mètres plus haut, se concentrer sur la dernière passe, la frappe. On maximiserait enfin son potentiel offensif. C'est un peu comme demander à un grand chef de faire la plonge. Il peut le faire, mais ce n'est pas là qu'il est le meilleur. On le libérerait du sale boulot, en quelque sorte, pour qu'il puisse se consacrer à son art. Ça se tient. Et pour les autres joueurs? Le deuxième effet, ce serait sur les latéraux. On les voit souvent hésiter à monter par peur de laisser un trou béant de leur dos. Ah oui, c'est vrai. Avec une sentinelle intelligente qui coulisse, qui couvre l'axe, ils auraient une sorte d'assurance-vie. Ils pourraient se projeter avec beaucoup plus de confiance. Et enfin, le troisième bénéfice, c'est pour la défense centrale. Qui se sentirait moins abandonné, j'imagine. Beaucoup moins. Avoir un filtre efficace devant soi, ça change la vie d'un défenseur. Tu peux être plus agressif sur l'attaquant, tu anticipes plus, parce que tu sais que tu as une couverture derrière. La ligne pourrait jouer plus haut, plus compacte. Et il pourrait s'adapter à différents systèmes, j'imagine. Exactement. Sa discipline lui permet de s'intégrer dans un 4-3-3 comme sentinelle unique ou dans un double pivot. Le mot qui revient tout le temps dans les analyses, c'est sécurité structurelle. Le portrait est presque idyllique. Un profil qui colle parfaitement, un impact potentiel énorme, et pourtant, il n'est pas encore installé comme un titulaire indiscutable. Et c'est là que les sources soulèvent un point qui, je trouve, déplace complètement le débat. La question ne serait pas tant lequel a-t-il le niveau, point, mais plutôt la philosophie de jeu de l'équipe est-elle prête à accueillir un tel joueur? Attends, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on passe d'un débat technique à un débat presque culturel. C'est ça. L'analyse met le doigt sur le vrai nœud du problème, avec deux questions qui sont fondamentales. La première, est-ce que le staff, et même l'environnement de l'équipe, est prêt à privilégier l'équilibre au détriment du geste spectaculaire? Autrement dit, est-on prêt à aligner un joueur utile à la place d'un joueur beau à voir? C'est le dilemme éternel entre l'artiste et l'artisan. Exactement. Mais le beau jeu sans une base solide, ça mène rarement au titre. C'est vrai. Et ça nous amène à la deuxième question, qui est encore plus délicate. Est-ce que l'écosystème du football algérien est prêt à valoriser un travail de l'ombre? C'est-à-dire un travail qui ne se voit pas dans les stats? Voilà. L'apport d'un joueur comme Lekal, ça ne se voit pas dans les résumés de matchs sur YouTube. Il ne va pas marquer 10 buts par saison, ni faire des passes décisives incroyables. Son efficacité, elle se mesure en contre-attaque avortée, en brèche colmatée, en équilibre maintenu. C'est un travail ingrat. Et c'est là que le parallèle avec Guedioura est si puissant. Il n'a jamais été le plus élégant, loin de là. On se souvient de ses frappes. Mais son rôle essentiel, c'était ce travail invisible. Il est absolument central dans cette réflexion. Le document le rappelle très bien. Guedioura, c'était l'incarnation du pragmatisme.
Son importance était tactique, pas esthétique. Il était le garant de cet équilibre qui a permis à tous les talents offensifs de briller et de gagner la CAN 2019. Et l'analyse suggère que Lekal est un héritier direct de cette lignée. Donc, si je te suis bien, faire de l'écale un titulaire, ce serait moins un pari sur un joueur qu'une véritable déclaration d'intention. C'est ça. Ce serait affirmer un choix d'identité, une identité plus pragmatique, plus solide, peut-être moins flamboyante, mais beaucoup plus difficile à manœuvrer. Et potentiellement plus apte à gagner les matchs qui comptent, oui. Le talent offensif, on l'a. La vraie question est de savoir si on est prêt à construire la structure qui lui permettra de s'exprimer dans la durée. Bon, après ce tour d'horizon complet, si on doit synthétiser, la réponse finale des sources, c'est quoi? Victor Lekal est-il la solution? Alors, la conclusion est très claire, mais elle est assortie de conditions. C'est un peu une notice d'utilisation. La réponse est oui, il peut être une solution extrêmement crédible et intelligente pour rééquilibrer cette équipe. Mais, Mais, et ce mais est fondamental. Ça ne peut fonctionner que si on respecte son profil à la lettre. c'est-à-dire, quelles sont ces conditions? D'abord, il faut l'utiliser exclusivement dans ce rôle de stabilisateur, ne pas se tromper sur la marchandise. Ensuite, et c'est le plus grand danger, il ne faut surtout pas lui demander d'être ce qu'il n'est pas. Un meneur de jeu, un créateur. Ce serait totalement contre-productif. Son travail est de sécuriser, pas d'illuminer le jeu. C'est ça. Et enfin, le plus important, c'est que tout le milieu de terrain soit pensé autour de lui. Ses coéquipiers doivent comprendre son rôle pour utiliser au mieux ses qualités de récupération et de protection. Ce n'est donc pas une simple rustine qu'on colle sur un pneu crevé, c'est plus la nouvelle pièce centrale d'un moteur qu'on décide de réassembler. C'est le point fondamental. Si, et seulement si, ces conditions sont réunies, alors oui, il a tout pour redevenir une pièce maîtresse. Les sources terminent d'ailleurs avec une phrase qui résume parfaitement tout ça. Ce n'est peut-être pas le joueur le plus spectaculaire, mais c'est souvent ce type de joueur qui fait gagner les matchs importants. Je crois que tout est dit. En effet, l'histoire du football regorge de ces joueurs, les Deschamps, les Makelele, des joueurs dont le génie était de faire briller les autres. Et ça nous laisse avec une dernière question à méditer. Si cet équilibre apporté par un profil de l'ombre est si crucial, on peut se demander, dans d'autres sports ou même dans d'autres domaines, comme une entreprise ou un groupe de musique, quelles équipes célèbres ont connu un succès soudain simplement grâce à l'arrivée d'un de ces éléments discrets, dont le travail est invisible pour le grand public, mais absolument fondamental pour la réussite du collectif? La question reste ouverte.